Donc, si vous voulez en profiter, soyez prêts à l'heure aussi de m'asseoir. Mais donc, je parlerai de l'agriculture biologique. D'abord, une petite introduction. Je me suis dit que si nous parlons d'un certain sujet, il faut quand même aussi parler de sa définition ou de ce qu'on comprend sous cette notion, même si on ne comprend pas tous la même chose, mais qu'on ait une idée de ce que nous comprenons plus ou moins sous l'agriculture biologique. Et il faut savoir aussi dans quel contexte cette notion s'est développée. Quand on parle d'agriculture biologique, c'est déjà une grande problématique au niveau linguistique, car qu'est-ce que serait l'agriculture non biologique? Car chaque agriculture, chaque forme d'agriculture utilise les plantes et les animaux, donc la vie. Donc il faudrait d'abord commencer par l'agriculture. L'agriculture était tout d'abord vue comme culture, donc dans son sens plus large, culture agricole. On peut dire que partout dans le monde, les humains utilisent sur la base du sol, avec l'aide de la lumière du soleil, les plantes et les animaux. Et dans ce processus de production, le seul qui arrive à faire sortir de nouveautés, dans ce processus sont développés des aliments, des paysages culturels et de la biodiversité. Ce dernier point est très important. La biodiversité n'existe pas juste en tant qu'elle, elle est créée et détruite selon le comportement humain. Et je pense qu'il est très important de percevoir cet aspect quand on regarde le développement de l'agriculture. Cela n'est pas très compliqué, c'est surtout très intéressant. Quand on parle d'agriculture, il faut utiliser un langage qui, euh, qui respecte l'agriculture. Mais aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Parce que quand on parle d'agriculture aujourd'hui, c'est basé sur l'industrie, ce qui ne rend pas le langage mauvais en tant que soi. Mais il faut être conscient que la réalité n'est pas saisie de manière adéquate. Et je pense que cela a déterminé ou marqué l'agriculture biologique de manière déterminante. Chaque distinction négative a ses avantages et ses inconvénients, car elle peut aussi contraigner la création d'identités ultérieurement. Et surtout si on doit parler dans une langue étrangère, si on veut. Et puis, depuis quand, une prochaine question, depuis quand ceci est le cas, depuis quand utilise-t-on ce langage? C'est depuis le 18e, 19e siècle, avec l'invention de la machine à vapeur qui a permis de s'émanciper, si l'on veut, de la sphère biologique et d'accéder à la lithosphère dans le sol qui a fait sortir des forces, des énergies qui se sont manifestées dans la libération du travail physique. Dans l'agriculture, ceci a eu une autre conséquence parce qu'on n'utilise pas de ressources
comme du métal ou de la chimie que l'on transforme en pneus ou en fer, mais parce que dans l'agriculture, on utilise des ressources vivantes qui se reproduisent dans le processus de production. Et ceci crée des structures temporelles et spatiales tout à fait différentes pour lesquelles on n'a pas de termes linguistiques, surtout parce que la science est marquée par l'agriculture industrielle. Pourquoi j'explique tout ça de manière si détaillée? Parce que l'agriculture biologique est, si l'on veut, enfant de, de, du vœu de pouvoir aller plus loin. Pourquoi l'industrie est-elle différente au moment où des sociétés se comprennent comme des sociétés industrielles? Elles sont irritées et elles veulent aligner l'agriculture à l'industrie. Donc l'idée que si l'on met juste des produits, une plante va sortir. Donc c'est une vision très industrielle qui a mené à ce que l'agriculture a été adaptée ou on a essayé d'intégrer l'agriculture à l'industrie parce qu'on les a perçues les deux notions de la même manière, mais on s'est rendu vite compte que cela ne marche pas parce que dans l'agriculture, la machine à vapeur n'a pas été le point gagnant, mais les animaux. Seulement dans la deuxième moitié du 19e siècle, l'animal est vu comme partenaire de travail de l'humain. Et c'est seulement dans la moitié du XXe siècle que la motorisation de l'agriculture a eu lieu. C'est pour cela que je pense qu'il est important de faire une différence entre la mécanisation et la motorisation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans ces efforts d'allier l'agriculture à l'industrie ou de l'adapter à l'industrie, ont été créées des divergences parce que les animaux ne sont pas des machines. On le voit aujourd'hui, quand on transporte des animaux, ce n'est pas la même chose que quand on transporte des machines. Et beaucoup d'hommes ont été irrités par ces parallèles entre les animaux et les machines, ce qui a mené à un souhait de moderniser l'agriculture en prenant en considération les faits réels. Mais l'agriculture biologique est donc comme l'agriculture conventionnelle sous la notion de l'industrie. Et cette distinction négative est restée pour l'agriculture biologique tant que pour l'agriculture conventionnelle. Quand on demande quelle est l'agriculture biologique, qu'est-ce que ça veut dire? On parle surtout de ce qui n'est pas utilisé. Les produits synthétiques, par exemple. Donc je ne regrette pas cette situation, mais je veux vous la démontrer. Et je pense qu'il faut en être conscient quand on parle de cette notion. Et aussi, il faut se poser la question de comment on peut avoir une approche plus constructive que celle que l'on applique actuellement. Mais je ne voudrais pas rester
sur le sujet de ces problèmes généraux, mais je voudrais parler de nuances plus diverses. Ici encore une conclusion de ce que l'agriculture, de ce qu'elle fait et de ce qui a été essayé de faire qu'elle devienne les tentatives de changement de cette notion et de l'adapter aux structures d'une société industrielle. J'ai essayé de définir ou de trouver trois directions, trois notions. Tout d'abord, l'agriculture biodynamique depuis les années 1920, puis l'agriculture biologique sans bataille et le végétalisme dans la période entre deux guerres, et ainsi de l'agriculture organique biologique après les deux guerres mondiales qui ont son centre ici au Möschberg. Depuis les années 90, on a vu une homogénéisation de ces trois directions, au moins dans la perception publique, représentée par le FIBEL et BioSuisse dans les dernières années. Peut-être quelques mots à propos de l'agriculture biodynamique. Je pense qu'il y a des participants et participantes qui sont bien plus instruits sur ce sujet que moi. Mais d'un côté, je pense qu'il est important de prendre en considération l'intégration dans la vision du monde de l'anthroposophie, ainsi que le personnage de Rudolf Steiner qui a marqué l'agriculture biodynamique le long de sa vie, ce qui peut être aussi problématique. Si je prends une vision historique, je pense qu'il est important de parler de la collaboration entre producteurs et consommateurs. Cette intégration de la production à la consommation. Donc cet échange entre les producteurs et les consommateurs, ou l'inverse, c'est une invention qui voit les humains comme des personnes monofonctionnelles, comme si les producteurs n'étaient pas consommateurs en même temps, ou les consommateurs producteurs. C'est un instrument analytique qui n'a rien à voir avec la réalité et qui change la notion de la réalité, mais qui est quand même reproduit et accepté de jour au jour. Donc, il vaudrait la peine de ne pas parler seulement de moyens et formes de production, mais aussi de la façon dont on en parle. Deuxième direction, agriculture biologique sans bataille. Je la mentionne parce qu'elle joue un rôle important, moins dans la pratique que dans la perception du développement de l'agriculture biologique. Il est basé sur le mouvement de la réforme de vie de la fin du siècle qui est une réaction au développement de la société industrielle. Le mouvement de la réforme de vie n'est pas seulement une tentative de retourner au mode de vie d'avant la révolution industrielle, mais c'est une tentative de réintégrer
les aspects perdus lors de l'industrialisation. La représentante la plus connue ou aussi la plus importante est Mina Hofstetter. C'est une paysanne qui a travaillé sur la ferme Stuhlen au Greifensee, qui au début des années 20, influencée par le mouvement de réforme de vie, mais aussi par ses expériences personnelles, a donc décidé d'appliquer une agriculture biologique sans bétail. Je vais vous montrer deux images qui devraient montrer le lien entre l'agriculture biologique sans bétail et le végétalisme. Pour Mina Hofstetter, il était très important de ne pas impliquer des animaux sur sa ferme, ni des chiens, ni des chats. Très intéressant. Mais, par contre, j'ai trouvé quand même quelques collègues, quelques de nos amis du monde animal qui sont toujours autour de nous quand on travaille dans l'agriculture. C'est nos amis qui vivent sur les pommiers, etc., mais des animaux qui ne sont pas perçus en général. Mais ceux qui travaillent dans la pratique, ils savent comment ces animaux, ces insectes, quels avantages ils ont et quels inconvénients. Mais ce n'est pas notre image stéréotype d'un animal sur une ferme, mais il joue pourtant un rôle déterminant. Donc, quand on parle d'agriculture biologique sans bétail ou sans animaux, c'est un peu problématique. Un autre aspect, si l'on n'utilise pas des animaux qui nous aident dans la pratique agricole, dans l'ère post-fossile, c'est cette image qui pourrait refléter la réalité. Il y a 20 ans, on a retrouvé cette image qui est devenue presque iconique pour l'agriculture biologique. Mais à l'époque, je vais encore vous dire, c'est Walter Ciannini. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et de parler avec lui. Mina Hofstetter était déjà morte depuis longtemps, mais Walter Hofstetter a bien d'autres souvenirs de sa ferme Stuhlen que ceux qui ont écrit à propos de son sujet dans les années 90. Une autre image, ceci un ingénieur, un inventeur, Konrad von Mayenburg. Je pense qu'il n'est plus très connu de nos jours, même s'il était un personnage très intéressant. Et il voulait faire ceci. Je vous en ai parlé au début. Il a essayé d'adapter l'agriculture à l'industrie. Il s'est rendu aux États-Unis. Il a parlé avec des chercheurs, Frederick Taylor, mais il s'est rendu compte que l'on ne peut pas faire comme l'industrie, parce que l'agriculture utilise des ressources vivantes. Quand la machine à vapeur a été introduite, on a vu que cela crée des problèmes si on veut l'adapter à l'agriculture. Et on a vu ce petit monsieur que l'on voit ici en bas, parce qu'il a dit il ne faudrait pas une culture moto. Je vais vous le montrer ici. C'est une machine agricole qui marche avec un moteur qui a été utilisé également sur la ferme de Mina Hofstetter. Et elle fait la même chose que la taupe que nous avons voyée sur l'image
tout à l'heure. Mais quelles conséquences cette machine est si bonne qu'elle fait pousser la mauvaise herbe parce que le sol est devenu si fructueux. Donc voilà une agriculture qui regarde comment font les animaux. Mais je pense qu'on peut laisser tomber l'image prochaine et on va parler de l'agriculture organique, biologique, qui est, que l'on vit aussi ici au Möschberg. C'était une évolution qui a eu son origine dans le Seeland bernois, dans la région des lacs, où des paysans maraîchers voulaient vendre leurs produits de manière différente, non conventionnelle. Un aspect très important était de pouvoir conserver, par exemple, les légumes. Donc, comment on nourrit une plante a aussi des conséquences sur sa conservation possible. Donc, c'est pour ça qu'on s'est penché donc, sur ces éléments organiques. Les représentants les plus importants sont ceux qui ont fondé ce centre de Möschberg, Hans et Maria Müller, qui étaient à la pointe de ce mouvement, ainsi que Hans-Peter Rusch, un médecin allemand qui, avec son analyse du sol, a fait une contribution importante. Aujourd'hui, cette analyse du sol est perçue de manière très différente. Il y a des opinions bien diversifiées, mais on doit voir ceci dans un contexte historique, bien sûr. Donc, le dernier point, également très important, que ce centre du Möschberg existe aujourd'hui n'est pas seulement grâce à l'agriculture biologique, mais grâce à un mouvement politique. Une des variations du mouvement de la réforme de vie était le mouvement de jeunes paysans et paysannes dans les années 30 qui a fait une évolution politique afin de sauvegarder la culture paysanne. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de promouvoir cette culture dans les conditions existantes à cette époque-là. C'est pour cela qu'on a pris une approche politique et le mouvement des jeunes paysans a été parti d'un mouvement de gauche, de Suisse, de gauche alternative, qui ont essayé de trouver une alternative à la politique uniquement du peuple, mais cela n'a pas réussi à avoir les effets souhaités. Après la Deuxième Guerre mondiale, une radicalisation a eu lieu et il y a un mouvement vers la droite qui a eu comme conséquence une discréditation de leur crédibilité. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement de l'agriculture biologique a été d'un côté renforcé par la collaboration entre les gens, mais de l'autre côté, en tant que mouvement politique, il a été stigmatisé et n'était plus pris au sérieux ou en considération. Et donc, je vais arriver au point de la contextualisation. Je pense que, en général, il est important
de voir que l'agriculture biologique est un mouvement complémentaire à l'évolution de, l'industrie et de la chimie. Et à part l'économie, elle devient une science principale qui marque nos idées jusqu'à nos jours. Ce qui est important dans un contexte scientifique, parce qu'il y a une différenciation entre les, les, les notions et les évolutions. Parce que l'agriculture ne peut pas modulariser parce que le chimique, l'aspect chimique et biologique est un ensemble. On ne peut pas les différencier. Ou alors on peut, mais on ne, sans perdre ou sans pouvoir s'éloigner des problèmes. Donc, ceci fait que l'agriculture biologique est un complément. C'est devenu un complément. Et un autre point important, la science foncière n'a pas été développée dans les sociétés industrielles, mais dans la Russie d'antan. Et c'était à la fin du 19e, début 20e siècle que cette science a été amenée depuis la Russie. Beaucoup de sciences sont venues de l'Ouest, mais celle-ci est venue de l'Est. Donc, la science du sol est basée sur les sciences de la Russie du 19e siècle. Car à l'Ouest, le sol n'était plus important en tant que base de production pour les sciences, mais seulement en tant que Dieu. Entre les années 20 et 90, une grande diversité de l'agriculture biologique, si l'on voit ces aspects culturels, etc. Donc, il y a une grande diversité qui a été créée et qui est marquée et caractérisée non par une croissance de ce qu'elle produit, mais marquée par une croissance de sa diversité, ce qui a mené à des problèmes dans les années 70, mais qui a aussi créé de la confusion au sein de la société qui ne comprenait pas quels étaient les objectifs ou la définition claire de l'agriculture biologique, ce qui a obligé l'agriculture biologique à s'homogénéiser et à s'unir sous des organisations faîtières qui ont pris le rôle de faire connaître l'agriculture biologique comme le font le FIBE, par exemple, aujourd'hui, ou l'Union des paysans, qui l'ont fait au début du XXe siècle. Donc, il y a des organisations qui ont été créées pour établir un dialogue entre la société industrielle et l'agriculture biologique. Depuis les années 90, je pense que l'on peut voir beaucoup de phénomènes, mais surtout deux. J'aimerais me pencher sur deux principaux. D'un côté, l'homogénéisation, standardisation, et de l'autre côté, une croissance qui a attiré beaucoup de personnes
qui ont changé de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique, non par ses éléments de base, mais par ses perspectives de croissance. Et cela est ressenti lorsqu'on observe le discours au sein du mouvement bio. Et la question générale, pourquoi la demande a-t-elle augmenté autant, la demande de produits biologiques? Je pense que cela est dû à deux aspects complémentaires. D'un côté, la conscience environnementale a augmenté depuis les années 70-80 et d'un autre côté, il y a moins de gens qui sont prêts à agir de manière responsable dans des termes environnementaux. Et donc l'agriculture a une fonction très importante, une fonction de compensation qui nous devrait faire réfléchir aussi. Et cela me mène au dernier point ou à la discussion, aux commentaires. Posons-nous la question, pourquoi les questions de l'économie solidaire? On pourrait dire que d'un côté, l'économie solidaire n'est rien d'autre que l'agriculture biologique d'antan. La tentative de se reposer les mêmes questions que dans le passé. Je pense que c'est moins l'idée de trouver des solutions, car l'agriculture biologique a dû se défendre dès le début. Moi, je m'intéresse et je m'engage depuis longtemps pour l'agriculture biologique. Aussi, entre autres, dans ce centre Meuchberg, nos archives ont assuré aussi l'archivisation de ce centre, ainsi que d'autres, de plus de 100 d'autres institutions. Donc, je le dis aussi d'une perspective critique, avec laquelle je me critique moi-même, l'obligation de conventionnalisation et peut-être vient d'un côté peut-être de cette distinction négative et peut-être l'économie solidaire peut apprendre de cette évolution historique. On doit donc prendre en considération tous ces points. Et je m'en suis rendu compte aujourd'hui, quand on formule des objectifs, quand on se demande comment pourrions atteindre d'autres objectifs que ceux qui nous ont été imposés et dont on veut se libérer, il est important de parler dans un langage qui ne nie pas seulement la forme dominante, mais qui peut être un discours positif, qui peut favoriser le développement d'un mouvement complémentaire. D'un côté, on sait tout ce qu'on veut et tout ce qui est correct et bien, et d'un autre côté, tout le monde se sent dépourvu de pouvoir, qui sentent de ne pas pouvoir arriver à réaliser les objectifs. Donc, on devrait donc parler de ce pouvoir que l'on pense avoir ou de pouvoir dont ils se sentent dont on se sent privé. Il nous faut une réflexion critique, mais il faut aussi que l'on se demande dans quel langage on parle, que l'on parle dans un langage qui respecte notre réalité. Et je pense que cela vaut la peine de se demander si on accepte la valeur d'échange.
Mais peut-être on peut aussi se libérer de cette valeur d'échange, mais peut-être pas dans une forme totalitaire. Mais c'est des questions que l'on devrait se poser. Et je pense que l'agriculture biologique, en lien avec l'économie solidaire, sans une définition très claire, le rend possible. C'est la variété, la diversité de l'économie solidaire qui est peut-être un point fort et non seulement une faiblesse. Mais bon, c'était donc mes, mes idées, mais maintenant nous avons le temps d'échanger. Comment procéder? Avez-vous des questions ou des commentaires ou des gens qui trouvent que ce n'est pas du tout le cas? Es gibt immer jemand, der anfangen. Also wir reden, haben Sie gesagt. Muss immer Zeit nehmen, ja. Sorry. Donc, c'est bon. Je voulais donc juste dire qu'il y a une différence. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a une différence fondamentale quand on utilise des minéraux de la lithosphère, donc de l'intérieur de la Terre, donc des réserves fossiles qui ont été accumulées durant des milliards d'années. Ça, on peut seulement le faire depuis 200 ans en tant qu'humanité, tandis que l'agriculture participe aussi à ce processus. Mais aussi l'agriculture conventionnelle utilise toujours encore des ressources vivantes comme des plantes ou des animaux au sein de la biosphère, grâce à la lumière du soleil et avec le soleil. Pas toujours, donc il existe aussi du hors-sol, mais la plupart de l'agriculture conventionnelle utilise toujours encore des ressources naturelles. Et c'est pour ça ils sont soumis aux mêmes structures du temps et de l'espace que l'agriculture biologique. Donc,
Ça, c'est la grande différence. Mais comme nous ne le savons plus, même plus du point de vue théorique, et puis qu'on ne le conceptualise plus, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas en parler de façon rationnelle, et c'est pour ça que nous ne pouvons plus différencier en ce que nous voulons protéger et ce que nous voulons utiliser. Nous sommes un peu confus dans ces domaines-là, et je vous donne raison qu'il y a des différences fondamentales entre l'agriculture biologique et conventionnelle, mais l'agriculture conventionnelle est toujours soumise à ses restrictions et ses potentiels. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'agro-industrie en fait. Il existe une agriculture industrialisée et nous sommes un peu ambivalents en cette matière. Presque toutes les sociétés veulent que l'agriculture soit économiquement efficace. Donc, nous avons parlé de ce qu'est l'efficacité, l'efficience. Donc, on voudrait être aussi efficace que l'industrie, mais d'autre part, personne ne voudrait qu'elle ne soit pas écologique. Et voilà, cela suscite des tensions. Et c'est pourquoi on régule de façon différente le secteur agricole. Et c'est peut-être même un problème que c'est régulé de façon différente. C'est un problème parce qu'on ne sait pas pourquoi en fait il y a des dérégulations différentes. Si nous savions pourquoi il faut réguler ce secteur développement, maintenant on se dit que c'est à cause du lobby agricole, mais ce n'est pas le cas. Mais heureusement d'ailleurs, car sinon ce serait très ennuyeux. Et c'est ça le défi, c'est ça que je voulais dire quand que ce soit un peu graduel ce qu'on voit. Mais je ne sais pas comment ça a été traduit. Donc la langue est un problème, c'est une barrière parfois. Et mon expérience, les textes anglais, je les écris moi-même, donc je m'occupe de la terminologie. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire parce qu'il n'existe pas de terme pour cela en anglais. Et je ne peux pas dire une paysanne ou un paysan, donc il faut décrire cela. Ce n'est pas un pharma et c'est pas un paysan non plus. Mais ça, un peu un mélange des deux. Donc c'est important. Mais si en français, je reçois les textes français que j'ai écrits en allemand, ben, je n'arrive quasiment pas à les reconnaître. Et donc, bon, évidemment, c'est ce que je vois aussi quand j'écris, on voit ça aux journaux, je ne reconnais pas mes textes. Et parfois, il faut dire que les consommateurs sont des que ne sont pas seulement des consommateurs et qu'ils n'utilisent pas tout. Bon, parfois on simplifie, mais ça vaut peut-être la peine d'insister sur ce point. Et c'est peut-être qu'on pourra en discuter plus en détail. Mais je suppose que ça a été un peu perdu, certains points ont été perdus à cause de l'interprétation. Et c'est pour ça, ça n'a rien à faire à cause des interprètes eux-mêmes, mais je dois faire un peu attention à ce que je vais dire parce qu'ils me comprennent. Oui, sinon, elles vont partir et faire une grève. Ah, mon Dieu. Oui. Attendez, C'est ça, des liens, c'est ça pour l'allemand? Ouais. Français. Je voulais juste vous demander comment vous voyez du point de vue social l'agriculture sociale et économique. Comment vous voyez le modèle de l'agriculture? Vous m'entendez? Tu m'entends? Juste une seconde. J'ai bien compris, mais on a un problème entre les deux langues.
Tu m'entends? Tu m'entends maintenant? Tu m'entends? Alors, qu'est-ce qui sont les implications au niveau social? Comment vous voyez les implications au niveau du social et quel est le modèle social? Si vous voulez, se vuole ripetere in italiano, je voudrais vous demander comment vous voyez l'agriculture biologique en particulier dans le contexte d'aujourd'hui, dans le futur aussi, comme un modèle social de vivre ensemble, de partage de la vie. Est-ce que l'agriculture peut avoir un impact sur la société de milliards de personnes? Il y a des recherches anthropologiques qui nous démontrent qu'on ne faisait pas d'agriculture auparavant. L'agriculture était la première forte violence que l'homme a fait à la terre. Avant, on vivait des chasses, des pêches. Il y a des recherches anthropologiques qui nous démontrent que l'homme a commencé à faire l'agriculture non par nécessité, mais pour socialiser. Dans l'époque moderne, quel est le rôle de l'agriculture biologique en particulier? Maintenant, ça marche, j'imagine. Très bien. Non, ça va. Donc, je parle. Donc il existe plusieurs façons. On entend maintenant? On devrait pouvoir entendre. Il existe plusieurs types de définir comme la personne humaine et se distingue de l'animal. Il existe des différences entre l'animal et les hommes. Et je pense que une chose qui serait intelligente, c'est qu'on dise l'être humain quand il commence à produire lui-même ses aliments. Dans ce cas-là, il a franchi une étape importante qui l'éloigne des animaux, car en général, les animaux ne produisent pas eux-mêmes leurs aliments, mais les ramassent seulement. Et donc ça, c'est une prestation culturelle. Et la prestation culturelle dans l'agriculture n'est pas différente vraiment de secteur de services ou de l'industrie, mais parce que les ressources sont différentes, il y a d'autres formes. Et comme dans l'agriculture, la reproduction ne peut pas être délimitée de la production, pas dans la réalité, seulement du point de vue analytique. Dans la réalité matérielle, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi l'agriculture ne peut pas être réalisée toute seule. Donc, l'élément social qui est inclus dans l'agriculture et qu'on lui accorde, ça vient du fait que
l'agriculture est une affaire collective. C'est seulement si des personnes se rassemblent, elles peuvent faire de l'agriculture de façon raisonnable. Et c'est peut-être ça qui devrait nous faire réfléchir. Et c'est ce dont on a parlé cet après-midi. Est-ce que c'est un objectif d'avoir un maximum de personnes qui sont libérées de l'agriculture, si on peut dire ainsi? Donc la majorité de la personne pense qu'on devrait un peu libérer les gens de l'agriculture et de ce travail pénible, si on regarde ce que veut la majorité. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faudrait pas rationaliser l'agriculture. C'est pourquoi que je vous ai présenté Konrad von Mayenburg. C'est pourquoi il existe des grandes libérations grâce au développement technique et grâce à l'accès aux ressources minéralogiques. Mais peut-être, si on regarde l'historique, il serait bon que durant ce laps de temps où nous avons eu accès à ces ressources fossiles, ça vaudrait donc la peine que l'époque post-fossile, qu'on on les vit de façon un peu plus réfléchie que nos ancêtres dans l'époque pré-fossile, et aussi et je crois que ça vient de l'utilisation des ressources à cause de la reproduction qui est intégrée dans le processus de production. C'est pour ça qu'il s'agit d'une affaire collective qui seulement avec beaucoup de coûts peut être organisée de façon individuelle. Je crois qu'on peut continuer, il n'y a pas de problème. Je donnerai donc la thèse dont tu as parlé avant. Donc, en fait, l'historique de l'agriculture, donc c'est une séparation qui a eu lieu et une délimitation qui a eu lieu négative. Mais je ne sais pas si est-ce que c'est quelque chose qui a empêché le développement? Car si je pense que maintenant on a une situation plus ou moins semblable maintenant avec l'économie solidaire. Comment est-ce que je définis cela? Je peux donc définir ça par la pratique que nous vivons dans notre organisation, sur notre ferme. Donc là, dans ce cas, je peux dire je fais cela, nous faisons cela. Cela ressemble à ça. Et ensuite, les gens m'écoutent. Ok, oui, pourquoi pas. Moi, je le fais de façon un peu différente, sinon, mais ensuite, ça a disparu. Si on dit, je dois entreprendre quelque chose pour renforcer l'impact vers l'extérieur, dans le contexte sociétal où il faut qu'on avance et qu'on est profilé comme nouveaux participants au discours politique. Ce qui signifie dire
alternative. Le principe TINA, il n'y a pas d'autre alternative. Je ne pense, on nous dit toujours depuis les années 80, il n'existe pas d'alternative. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'alternative? Il n'en existe seulement pas dans les États totalitaires. Nous vivons encore dans un système où il existe des alternatives, puisque nous vivons dans une démocratie, mais il faut qu'on les développe nous-mêmes. Ce que je voulais dire avec l'agriculture biologique, c'est qu'on se délimite de façon négative. Cela signifie qu'on est comme emprisonné dans une langue. Et je n'ai pas de solution par rapport à cela. Mais non. On a ce débordabilité de l'agriculture conventionnelle, à raison, mais ensuite on a créé un problème avec cela, parce que non seulement on n'a pas pu communiquer pour dire quelles sont les limites de l'agriculture biologique, mais quels sont ses potentiels, tandis qu'actuellement on réduit l'agriculture biologique à sa contribution à la croissance économique. Et ça, c'est là aussi dû à cause de cette délimitation négative. Dans ce cas-là, il n'y avait pas d'alternative. Mais si on parle déjà d'histoire, eh bien, il faudrait essayer d'en tirer certaines leçons pour maintenant et pour l'avenir. Et qu'on réfléchit au niveau du savoir, de la langue, du pouvoir, et aussi au niveau de ce qu'on ose entreprendre. Et on se dit, voilà, ça, je pourrais le faire, de ne pas le voir comme un empêchement. Dans l'agriculture biologique aujourd'hui, sont innovants ceux qui sont considérés comme qui ne partent de la production et qui vont dans le domaine du service. Et ça, c'est un problème, car la production et la complexité de la production ne diminue pas, mais au contraire augmente. Mais là, on arrive de nouveau au système de formation, dont on a déjà parlé auparavant. Je voudrais un peu questionner cela, que l'agriculture biologique se définit de façon négative. Non, ce n'est pas le cas, parce qu'avec une définition négative, on est plus facilement compréhensible par les ignorants, mais ce n'est pas qu'ils se définissent eux-mêmes de cette façon-là. Là, je crois qu'il faut distinguer les deux. Bon, peut-être vous allez me classifier en tant qu'opportuniste, mais je voudrais quand même aussi protester, car la façon dont nous les avons identifiés, cela dépend de la façon dont nous exprimons et les termes que nous utilisons. Et si nous disons toujours nous ne sommes pas telle et telle chose, donc de façon négative, dans ce cas-là, notre point de référence, c'est l'autre. Et c'est ça qui est peut-être le problème, ou ça pourrait en devenir un, car dans ce cas-là, c'est ce qui est passé avec l'agriculture dans la société industrielle. Mais elle a été soumise à l'industrie dans des domaines absolument centraux, alors qu'il y a des différences nettes. Et ça pose problème, car nous ne le reconnaissons pas. Et ça, pour moi, cela concerne aussi l'agriculture biologique. Je ne pense pas que nous pouvons dire on se délimite maintenant. C'est un peu comme la publicité. Où on dit les consommateurs c'est idiot, c'est pour ça qu'il faut les traiter de façon idiote. Mais ce n'est pas la solution. Si les personnes sont idiotes, bon, on peut parler de façon idiote avec elles, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être même pas parler avec ces personnes qu'on estime être idiotes. Tandis que si on part du cas que le vis-à-vis n'est pas idiot, eh bien, il faut s'entretenir de façon intelligente avec ce vis-à-vis. Je pense que, voilà, ça nous donnerait aussi de la matière à discuter. Mais en principe, vous avez raison. Vous connaissez l'histoire de Peter Biskel, qui a proposé un auteur suisse et que l'on dise lampe à une table et que la table devrait être appelée d'une façon différente. Mais bon, ce qu'on a compris dans cette histoire, c'est qu'à la fin, donc on sait toujours qu'une chaise est une chaise, cela va, mais si on la... J'ai trouvé que c'était un exposé tout à fait intéressant et de voir cette démarche que l'agriculture bio s'est définie en se délimitant de l'agriculture conventionnelle. Et maintenant, ce dont je me suis rendu conscient que
qu'il n'y avait pas donc d'idée sociale derrière, qu'on parlait seulement d'agriculture. Et c'est pour ça que l'on voit aujourd'hui qu'il existe des structures d'agriculture biologique qui étaient industrialisées. Et donc l'année dernière, la plus grande exploitation agricole qui a dû faire faillite. Et donc, ils ont importé des gens de Roumanie. Ils travaillaient 3 fois 8 heures et puis par jour. Et donc, on peut seulement dire heureusement qu'ils ont fait faillite parce qu'il n'y avait aucun projet social derrière. Mais ces structures industrielles d'agriculture biologique continuent à se développer. Et cela est dû aussi dû aux structures de vente industrialisée. Donc, par exemple, la part de bio ne cesse de croître et je ne pense pas qu'il faudrait poser des questions. La question si c'est pas du bio, donc là il y a de la rotation, mais c'est pas vraiment une démarche sociale et cela devrait nous ouvrir les yeux. C'est parce que nous pensons être, parce que nous voulons avoir une agriculture biologique qui part d'une autre idée et donc nous devons trouver maintenant une démarche plus sociale. Et c'est pour ça que je trouve que votre projet est excellent, car grâce avec quand on parle de l'économie solidaire, et bien maintenant, dans les dernières décennies, maintenant on a une image un peu plus cohérente où on peut reprendre certains éléments. On se dit voilà, c'est comme ça ce qu'on voulait pratiquer l'agriculture et dans cette démarche, on peut communiquer de façon différente avec des partenaires dans les villes de transition ou dans la durabilité ou dans beaucoup de domaines. Par exemple aussi les 3 aspects de la durabilité qui peuvent se laisser combiner avec l'agriculture bio. Ça, c'était quelque chose qui était encore un peu ouvert depuis le début de l'agriculture bio. Et donc, c'est pour ça, je crois que nous sommes dans un moment historiquement très intéressant. Et maintenant, voir comment l'agriculture biologique va s'intégrer avec l'agriculture solidaire. Et pour moi, je pense qu'il faut pencher aussi à l'approvisionnement régional. Beaucoup de ces initiatives proviennent aussi de l'anthroposophie, mais ça, c'est quelque chose qui est un peu différent. Dans l'anthroposophie, c'était la même source, mais c'est une impulsion différente qui essaye maintenant de se combiner, ce qui me rend aussi tout à fait optimiste. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai structuré cela. La genèse ici de l'agriculture bio. Merci. Les premières 3 directions impliquaient aussi des concepts sociaux, mais des concepts différents. Donc, qu'est-ce que c'est l'agriculture biologique? C'est pas très simple à définir, mais c'est peut-être aussi une chance pour nous, une opportunité de ne pas réduire cela à cette idée. Est-ce que c'est juste du bio ou est-ce que c'est peut-être même une pathologie que nous avons envie d'avoir des labels sur n'importe quoi, que nous voulons maintenant homogénéiser le tout et normaliser le tout de sorte que la diversité n'existe plus parce qu'on a en fait beaucoup de produits quasiment identiques, tandis qu'ici nous avons une grande diversité, ce qui signifie que pas tout peut être égal à d'autres produits. Et donc, tout l'élément social s'y retrouve aussi. Mais ça, là, on le retrouve aussi dans l'agriculture conventionnelle, car il s'agit d'une affaire non individuelle, mais sociale. Et ce qu'on voit très clairement, dans les années 90, quand on a eu cette croissance immense dans l'agriculture biologique, cet aspect ne disparaît pas, mais se retrouve en arrière-fond. Et du point de vue historique, c'est peut-être pas un hasard que maintenant, cela est remonté à la surface maintenant. Et c'est pour ça l'organisation comme FIBEL et BioSuisse ont déjà fait avancer la cause. Et donc, nous avons aussi utilisé leurs archives. On voit tout ce qu'ils ont fait autrefois. Mais il existe aussi d'autres aspects desquels il faut tenir compte maintenant. Et le FIBEL et BioSuisse ne doivent pas tout faire. Il existe un nombre énorme d'institutions dans ce domaine qui peuvent aussi agir.
Donc moi j'ai pensé à quelque chose d'assez personnel quand on a parlé avec cette sensation quasiment pathologique qu'on veut avoir des labels partout. Donc maintenant on a 20 à 25% de surface en bio en Autriche et aussi dans d'autres parties. Mais quand je vois les représentants de l'agriculture, je vois qu'il y a beaucoup de fonctionnaires ont un peu peur quand on leur dit vous n'êtes qu'une entreprise conventionnelle. Et maintenant, il y avait une phase où on souriait de la part, on souriait sur l'agriculture biologique, tandis que maintenant, on se dit ouais, il y aura presque plus d'agriculture conventionnelle. Et ma vision serait que cette différence ne devrait pas exister, mais qu'il n'existait qu'une agriculture à l'avenir qui qui s'orientent selon des critères différents et qu'on n'ait plus une différence entre le Déméter, le bio, respectivement le conventionnel. Je voudrais encore soulever quelques questions qui ont surgi dans ma tête. Ce sont des questions qui sont en relation avec l'agriculture et avec la communauté, et que la communauté est en relation avec la démocratie, et ça aussi en relation avec la vision de la souveraineté alimentaire, parce qu'on revient à l'idée de la souveraineté, et ça, donc quelle communauté a quelles compétences ou quelles possibilités de prendre des décisions. Chez moi, ce qui est important, c'est ces contrats. Pour moi, c'est un sujet extrêmement important. Dans l'économie solidaire, cela nous ramène à la question qui décide quoi et quels sont les mécanismes décisionnels et comment, qui est représenté, et donc de le faire de l'économie planifiée depuis la base, pas depuis le haut, car c'est seulement ainsi que nous pouvons être efficaces. On a besoin d'un plan. Maintenant, la question est juste qui fait ce plan. Ça, c'est à nous d'en décider en tant que communauté, et ces communautés doivent être protégées, car on peut protéger seulement si on a assez d'informations. Ça peut être un label, ça peut être aussi des règles légales, ou, car la formation est une condition de base pour que la démocratie puisse fonctionner. Et je crois que là, nous devons nous réfléchir sur les mécanismes institutionnels avec lesquels nous devons nous lier. Et dans l'économie solidaire ou dans ces projets d'agriculture solidaire, nous devons inclure donc la politique dans. Et ça, ce serait possible avec la communication horizontale. Donc, on a déjà les instruments nécessaires. Maintenant aussi, avec Internet, et Google et n'importe. Et donc, c'est tout à fait intéressant du point de vue sociétal de trouver des solutions pour s'ancrer dans la société. Ça, c'est des pensées qui ont surgi dans ma tête lors de cet exposé. Oui, donc les deux derniers intervenants se sont très bien compliqués. Effectivement, en tant qu'historien, je vois que les conjonctures deviennent de plus en plus rapides, et ça, c'est une chose qui est claire, que les exploitations conventionnelles se retrouvent dans la même situation dans les années 60 et 70. Et la solution ne peut pas être que maintenant qu'on se dit, grand bal en face, parce que de toute façon, il n'y en a presque plus. Donc, ils ne peuvent pas trouver de solution. Et donc là, je voudrais reprendre ce que Rouedi a dit. Ce qui est important, que cette autonomie doit être préservée, que nous ne devons pas
nous réfugier dans une pensée bipolaire et dystomique, antagoniste, ce qui est pourtant le cas pour le moment, le cas aussi dans l'agriculture biologique, parce qu'on dit maintenant le marché au lieu de régulation. Pourtant, le marché libre n'a jamais existé. Les marchés sont des constructions qui ont été construites par la société, même si parfois ce sont des institutions pas sociales et qui peuvent seulement fonctionner avec des interventions étatiques, pas toujours étatiques, mais parfois aussi de l'OMC. Donc on a besoin d'une complémentarité que nous devons réinterpréter. Et c'est pour ça que c'est important que nous ne devons pas nous soumettre à cette hémogénie de la langue et de ne pas dire c'est le marché ou l'État qui trouveront la solution. Mais évidemment, c'est seulement s'ils agissent ensemble et où nous pouvons intervenir. Et c'est là où nous pouvons trouver des solutions créatives. Et c'est là donc on peut dire qu'on peut avoir des préférences différentes. Et c'est ce qu'on voit très bien dans ce projet. Il y a une diversité très grande d'idées, comment procéder. Et bien entendu, dans les discussions, eh bien, on aimerait bien parfois qu'on soit tous du même avis et qu'on parle la même langue, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est ce qui rend la chose aussi très intéressante. Je voudrais reprendre le fil. Je trouve que c'est important que nous disons pas aujourd'hui que les gens qui aujourd'hui passent au bio ne sont pas des bonnes personnes, qu'ils ne font que parce qu'ils le font par autopronétisme. Parce que par exemple, j'ai vu quelqu'un qui était de droite et qui était en Suisse romande. Et donc, il avait fait des calculs. Il voulait être un paysan à part complète, et c'est pour ça qu'il a dit je passe au bio. Mais il a aussi la discussion sur le glyphosate qui l'a tout à fait incité à devenir paysan bio. Mais je crois que lui, jamais sera assis dans le même cercle que nous. Il ne fera jamais une seule avis. Mais comme David l'a dit, je crois que chaque hectare qui est utilisé en bio, c'est une conquête. Mais le point essentiel me semble ce que tu viens de dire. Il veut donc devait être paysan à 100% et donc maintenant il peut se vouer de nouveau à la production. Si on fait 100 choses à la fois, ça peut fonctionner. Mais 99%, nous ne les faisons pas très bien et la centième aussi pas très bien. Donc c'est peut-être bien s'il se concentre à... Ouf. Alors attends. Alors maintenant il faut que je fasse quoi? Excuse-moi. Est-ce que j'arrive à l'entendre? On a coupé là, le français, non? Test, tu m'entends? Test, tu m'entends? Ok. Ouais. Vous parliez des fils rouges. On pourrait ici tracer une distinction entre les actions qui sont menées par mon intérêt par rapport à celui des autres, et les actions qui sont menées par un esprit communautaire, un esprit régional, un esprit multiple. Et c'est ça la grosse distinction pour moi. Le côté qui m'intéresse de la culture biologique n'est pas la plupart des choses qu'on peut le dire. Quand un consommateur va acheter un produit biologique, peut-être il s'intéresse à acheter qui soit bon pour lui. Ça lui intéresse très peu de ce qui est bon pour tous les systèmes. Pour moi, cette agriculture, ces consommateurs, ça ne m'intéresse pas. Je pense que les concepts importants ici sont les nous. On est là pour parler de solidarité aujourd'hui. Ça signifie nous.
Stéphane, au début, nous a invités à hausser le niveau de la discussion, de la revendication. Par rapport à la politique, je crois qu'on peut hausser les niveaux si on inclut une grosse partie de la société dans la conscience que c'est nous est beaucoup mieux que moi. Si on y arrive, là, on sera fort. Peut-être mon expérience est celle d'un homme du Sud qui n'a pas beaucoup de confiance dans la politique, dans les institutions. Mais je crois que revendiquer avec la classe politique une collaboration, ça peut se faire après qu'on a démontré de façon pratique que notre solution est meilleure que l'individualisme qui nous veut l'un contre l'autre. Quelqu'un aujourd'hui parlait du fait que les paysans agriculteurs sont solidaires, mais peut-être parfois on se dit non, mes pommes sont plus importantes que tes vaches et mes vaches sont plus importantes que tes pommes. Ça ne me passionne vraiment pas ce genre de discussion. Je pense que là c'est important de se poser comment nous. Oui? Oui. Oui. Très bien. Donc, merci pour cette dernière intervention. Maintenant, on parlera d'actions qui réunissent l'alimentation au social. Donc, nous pouvons aller dans la salle d'à côté pour savourer un repas en commun. Mais Bettina veut dire, si vous avez envie, après le repas et vous avez encore de l'énergie, Roberto va vous montrer un film de 8 minutes seulement, un film très intéressant, mais que l'on pourrait aussi regarder demain, si vous préférez. Ce serait vers quelle heure? Vers 9h30? Pas de stress, en tout cas après le repas. Bon appétit. Désolée.